Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Daniel Ouedraogo. Au sommaire de cette nouvelle édition, face aux rumeurs faisant état de grosses épidémies de dengue à Ouagadougou et dans certaines régions, le ministère de la Santé dément et rassure qu'il n'y a pas de flambée ni d'épidémie de dengue en cours à Ouagadougou et dans le reste du pays. FESPACO 2019, hommage à Alimata Salambéré, pionnière du festival. Le président du comité d'organisation de la 26e édition du FESPACO, Yacouba Traoré, revient dans un ouvrage sur son parcours. Enfin, jeune cinéaste burkinabé, il faut qu'on aille à l'école des dévanciers. Ce sont les propos de notre invité du jour, Serge Armel Sawadogo, scénariste, réalisateur et formateur. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Radio Oméga. En ouverture de journal, nous parlons de ce démenti du ministère de la Santé par rapport aux rumeurs faisant état de grosses épidémies de dengue à Ouagadougou et dans certaines régions. Le ministère de la Santé tient à rassurer les populations qu'il n'y a pas de flambée ni d'épidémie de dengue en cours à Ouagadougou, ni dans d'autres régions du Burkina Faso, précise-t-il dans un communiqué. Il explique que pour ce qui est de l'année 2019, la situation épidémiologique de la dengue au Burkina est comparable à celle de la même période des 3 dernières années. En effet, à titre d'exemple, pour la semaine 8, période allant du 18 au 24 février 2019, un total de 46 cas suspects de dengue ont été enregistrés pour l'ensemble du pays contre 47 cas suspects pour la même période 2018, indique la note. Le Burkina Faso est un pays qui enregistre chaque semaine des cas isolés de dengue dans les formations sanitaires avec des pics variables en fin de saison pluvieuse entre septembre et novembre de chaque année, a ajouté le ministère de la Santé. Nous poursuivons cette édition avec la page consacrée à présent au FESPACO 2019. Alimata Salambéré Ouedraogo, itinéraire et leçons de vie d'une femme debout. C'est le titre du 5e livre de Yacouba Traoré, président du comité d'organisation du FESPACO 2019. À travers cette œuvre, Yacouba Traoré rend hommage à une pionnière du cinéma africain, Alimata Salambéré, présidente du comité d'organisation de la première édition du FESPACO en 1969. Le livre a été présenté hier à Ouagadougou. Le point avec Lamine Traoré. Un hommage de plus à l'endroit de Alimata Salambéré, la pionnière du FESPACO. Et cette fois-ci, c'est le président du comité d'organisation de la Biennale du cinéma africain, Yacouba Traoré, qui le rend. Il y a 50 ans, Alimata Salambéré dirigeait le premier comité d'organisation des journées cinématographiques africaines, l'ancêtre du FESPACO. Et pour l'auteur du livre, il n'y a pas d'amalgame à faire. Alimata Salambéré méritait bien cet hommage. Yacouba Traoré. Il y a un an que je l'ai approché un peu témoigner pour écrire son portrait par rapport à ce qu'elle a fait pour le cinéma africain. Vous voyez? Donc rien n'est planifié du tout. C'est la main de Dieu. Je ne savais jamais qu'on allait m'appeler pour diriger le comité d'organisation du FESPACO. Et je voulais donner une contribution à ce cinquantenaire-là en écrivant le portrait de quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour le FESPACO. C'est tout. Et Alimata Salambéré demande aux jeunes, notamment aux filles, de poursuivre son œuvre. Si effectivement je peux être un petit exemple pour quelques jeunes, particulièrement les jeunes filles, Yacouba n'aura pas travaillé pour rien. Le livre portrait qui fait 139 pages est écrit en 4 parties. L'enfance de Alimata Salambéré, la création du FESPACO, un destin hors du commun de Alimata Salambéré et son face-à-face avec Thomas Sankara. Douga, les charognards est le 3e film burkinabé en compétition pour l'étalon d'or de Yenenga. Il est réalisé par un duo de cinéastes burkinabés, Abdoulaye Dao et Hervé Eric Lengani. Douga, c'est l'histoire d'un cadavre dont on ne sait pas quoi faire et une leçon de tolérance. Élise Canuel vous propose son regard critique. Un corps qui porte la poisse, un corps qui fait chier, qui ne veut pas être enterré et dont personne ne semble vouloir. D'un côté donc un mort dans un linceul, de l'autre
un bébé abandonné dans les herbes, enroulé dans un pagne. Ils porteront le même prénom. C'est la trame de cette histoire qui fait sourire et rire, qui émeut. On suit des personnages attachants, un ami, la veuve et la fille, et leur encombrant défunt à bord d'une camionnette. Chauffeur récalcitrant, crevaison, coupeur de route, et ils ne sont pas au bout de leur surprise, le spectateur non plus. À chaque étape, on leur ferme la porte, on leur oppose un refus. Pierre, on ne veut pas de lui au village, à l'église non plus, faute de carnet de baptême. Et comment des musulmans pourraient-ils enterrer un chrétien? Les dialogues sont drôles, les situations cocasses, l'image très belle, un peu trop même. Couleurs éclatantes, les cases du village qui semblent avoir été construites pour le film. Décimètres et des cours trop propres pour être vrais, mais on ne va pas faire la fine bouche. Les plans sont très beaux et pas un temps mort dans le voyage de ce cadavre. Ce film est un appel à la tolérance, à dépasser les différences religieuses et sociales, car on ne sait jamais qui, demain, pourrait nous rendre service. C'est peut-être une bande de joyeux artistes, un peu rasta, un peu marginaux. Douga, les charognards, à la fin de cette histoire de cadavre, tout le monde, acteur comme spectateur, en ressort plus vivant. Douga, les charognards d'Abdoulaye Daou et Hervé-Éric Lengani sera projeté ce soir à 16h au Ciné Burkina et vendredi à 18h au Sénasa. Coup de projecteur à présent sur les films de la section Panorama long métrage. Aujourd'hui est projeté le documentaire de la Burkinabé Mounan Diagne. Le grand public la connaît pour son rôle dans L'œil du cyclone, couronné du meilleur prix d'interprétation féminine au FESPACO 2015. Mounan Diagne est aussi une réalisatrice. Elle s'intéresse depuis 10 ans à ceux qu'on appelle les fous. Elle évoque son film intitulé Le fou, le génie et le sage au micro d'Élise Canuel. Le fou, le génie et le sage, en fait, il y a un personnage récurrent donc, dans mon film qu'on voit au début, au milieu et à la fin, qui passe par toutes ces étapes-là. Il y a des moments où il a des paroles très sensées, des moments où il a des paroles qui nous font réfléchir, et des moments où il a une lumière sur un sujet, sur une thématique. Je pense que ça nous touche tous et que personne ne peut être à l'abri, disons, d'un quelconque entre guillemets débordement. Tout peut être source et sujet, disons, de petits mots qui peuvent devenir grands si ce n'est pas pris en charge assez rapidement. Et si l'entourage ne comprend pas pour justement pouvoir venir en aide à ces personnes-là. C'est une thématique, disons, qui est devenue un peu mon sujet de prédilection parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et justement, je veux en parler et en parler davantage et sensibiliser, disons, les gens sur cette thématique-là. Le fou, le génie et le sage, long métrage documentaire de Mounan Diagne est projeté ce mercredi à 19h et jeudi à 17h à l'Institut français. Zoom sur François Bassolé, initiateur avec le français Claude Prieux du Festival du cinéma africain de Ouagadougou, devenu aujourd'hui FESPACO. Ousmane Paris nous dresse son portrait. François Bassolé est sans doute avec le français Claude Prieux, alors directeur du Centre culturel franco-voltaïque, le principal architecte du premier festival de cinéma africain de Ouagadougou, tenu du 1er au 15 février 1969, l'ancêtre donc du FESPACO. Malheureusement, l'un comme l'autre, leur contribution au FESPACO est méconnue du grand public. François Bassolé est né en 1933, journaliste, historien, il est surtout un grand homme de culture. François Bassolé a été le premier directeur de l'agence voltaïque de presse, aujourd'hui agence d'information du Burkina, de 1979 à 1981. Historien, il a publié dès 1968 un livre intitulé « Évolution de la Haute-Volta » de 1898 au 3 janvier 1966. Il faut noter qu'au premier festival de cinéma africain de Ouagadougou, initié par François Bassolé et ses amis, vont prendre part 5 pays africains, à savoir la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Cameroun, et 2 pays européens que sont la France et les Pays-Bas. À cette première édition seront diffusés 24 films, dont 18 films africains qui ont drainé 10 000 spectateurs. François Bassolé est décédé le 2 juillet 2001.
Et on reste en culture pour parler cette fois de financement. 7 milliards de francs CFA, c'est la somme que l'Union européenne veut octroyer au ministère de la Culture pour la réalisation du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Selon le ministre chargé de ce domaine, cette action de l'Union européenne témoigne de l'intérêt qu'elle porte pour le développement de la culture et du tourisme burkinabé. On écoute à ce sujet Abdulkarim Sango, ministre de la Culture et du Tourisme. De nombreux emplois, formels ou informels, directement ou indirectement, relèvent du secteur de la culture. Donc cet appui de 10 millions d'euros que nous devons gérer en toute responsabilité selon les normes de la bonne gouvernance devrait permettre finalement au terme la création d'une véritable industrie culturelle et de bénéficier qui sait d'autres appuis venant soit d'initiatives nationales ou d'initiatives de partenaires à l'extérieur. Cette action de l'Union européenne a pour objectif de soutenir les acteurs culturels, nous dit Stefano Manservici, directeur général du développement et de la coopération internationale de la Commission européenne. Les industries culturelles et créatives sont un secteur clé pour le développement durable. Elles créent de l'emploi et sont une ressource économique importante, tout en favorisant le lien social et l'inclusion de tous dans la communauté. Elles doivent être soutenues et structurées pour libérer tout leur potentiel. C'est tout le sens de l'action pionnière de l'Agence française de développement dans ce secteur, à travers l'appui que nous apportons à de nombreuses initiatives, financement d'infrastructures culturelles de qualité, soutien à la formation professionnelle, au métier de la culture, ou encore accompagnement technique et financier de l'entrepreneuriat créatif. Nous nous devons d'accompagner cette dynamique. Procès de putsch de septembre 2015, le point de l'audience de ce mercredi avec Judith Traoré. Revenant sur les événements qui se sont déroulés le 16 septembre 2015, le témoin du jour, le colonel-major Alassane Moné reconnaît que c'est lors de la lecture par le colonel-major Bourema Kéré de la déclaration du général Diendéré au cours de la réunion de la CRAD dans l'après-midi du 16 septembre qu'ils ont su que c'était un coup d'État. Puis, évoquant la réunion qui s'est tenue au ministère de la Défense nationale un peu plus tard dans la soirée, il dira « Lorsque nous sommes arrivés au camp Nabako pour rencontrer les éléments du RSP, le ton avec lequel nous avions été accueillis était un ton irrespectueux. Je n'ai jamais vu cela. Des éléments nous ont dit, nous savons que vous êtes en contact avec l'ambassade de France et les forces spéciales françaises. Les otages sont là. S'ils nous attaquent, personne ne sortirait d'ici vivant. Vous-même, si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas sortir d'ici vivant. Relate le témoin. Continuant, il explique qu'une fois dans la salle de réunion, le général Diendéré a introduit la réunion et il leur a donné ensuite la parole. À aucun moment, il n'a pris la parole pour nous soutenir, pour raisonner les éléments du RSP, puisqu'il nous avait dit, lorsque nous étions au ministère de la Défense, que ce sont les éléments qui refusent de reculer. Invité par le parquet à citer les noms des éléments du RSP qui ont proféré des menaces, le colonel-major Alassane Moné Tera, le sergent-chef Roger Kouchoubé, dit le Touareg, l'adjudant-chef Florent Nyon, l'adjudant-chef Moussa Néguié, dit Rambo, les capitaines Zoubri et Gao. Répondant à cela, le sergent-chef Roger Kouchoubé nie être entré dans la salle le 16 septembre 2015. Je suis dépassé par ce que dit le secrétaire général. Je pense qu'il ne le connaît pas. Il en est de même pour l'adjudant Jean-Florent Nyon. L'adjudant-chef Moussa Néguié dit Rambo, lui, reconnaît avoir pris la parole, mais n'a pas proféré de menaces. Il en est de même pour les capitaines Zoubri et Dao, qui disent avoir pris la parole pour demander à la CRAD de trouver des solutions définitives à leurs problèmes et surtout d'œuvrer à leur application. La parole est toujours au parquet pour ces questions aux témoins, le colonel-major Alassane Moné. Lutte contre le terrorisme au Burkina, l'Allemagne annonce une aide de plus de 40 milliards de francs CFA. Son ministre des Affaires étrangères a été reçu hier en audience par le président du Faso. En compagnie de son homologue burkinabé, le chef de la diplomatie allemande a fait le point de l'aide qu'il compte apporter au Burkina. Le point avec Denise Nungrana.
La situation sécuritaire à laquelle fait face le Burkina Faso ne laisse pas indifférente l'Allemagne. Sécurité et développement, tels sont les domaines dans lesquels elle compte apporter son aide. Le ministre burkinabé des Affaires étrangères, Alpha Bari, nous dévoile ici les promesses d'aide. Il a parlé de 46 millions d'euros qui sont débloqués donc en faveur du Burkina Faso pour la stabilisation de la situation sécuritaire, mais aussi le développement des régions du nord et de l'est. En plus de cela, il a annoncé le déblocage de 8 millions d'euros pour la coopération policière et 8 millions d'euros également qu'il a annoncé pour la coopération technique au niveau des militaires. Donc là, il s'agit de choses concrètes, en plus des efforts qui ont été déjà faits par l'Allemagne, notamment le décaissement de 25 millions d'euros pour donc la sécurisation également déjà de la gestion des frontières. Présent à la rencontre, des journalistes allemands se sont interrogés sur la pertinence d'une telle contribution dans un contexte où des exactions sont reprochées à l'armée burkinabé. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, répond. Quand il y a des incidents, des cas de ce type, il y a deux manières pour réagir. Ou d'abord, on se retire parce qu'on n'est pas d'accord. Ou deuxième option, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans le secteur de la sécurité. Donc, on renforce les travaux en matière de formation, de renforcement des capacités. Et nous avons opté clairement pour la deuxième possibilité. Eindeutig für Zweiteres entschieden. Le ministre burkinabé Alpha Bari promet pour sa part qu'une stratégie sera mise en place. Je voulais rassurer que dans la mise en place de la force conjointe, nous avons pensé à la composante police qui est en train de se mettre en place actuellement avec un système de prévôté qui permet donc que dans les opérations de la force conjointe, que la police judiciaire puisse suivre les opérations de sorte à prendre le relais de tout ce qu'il peut y avoir comme intervention. C'est le cas également au niveau national. Notons que dans le cadre de la coopération au développement avec l'Allemagne, de façon classique, il existe un programme triennal 2018-2020 qui porte sur 67 milliards de francs CFA, une somme qui vient s'ajouter à ce qui est déjà annoncé, selon le ministre Alpha Bari. Omega Sport. Nous retrouvons Bernabé Cabri pour le point de l'actualité sportive. La succession de Salitas FC est lancée. C'est en effet cet après-midi que sera donné le coup d'envoi du premier tour de la Coupe du Faso, édition 2019. 8 matchs sont au programme et ils concernent uniquement les équipes de 3e division et les clubs non affiliés à la Fédération burkinabé de football. L'Étoile africaine de Zignaré et FC Koza joueront à Boromo. ASD contre Desessa au stade Joseph Konombo de Ouagadougou. Dundulma FC contre Cefao Ayako. L'Union sportive de la Sicile joue contre l'Association Football Club de Pau sur le terrain de l'USFA. Diawaba de Fadang Gourma contre Aska Asabou. L'Olympique Système de Dédougou affronte Éléphant au stade Batiebo Balibé de Koudougou. Begedo FC Olympique de Kaya à Zorgo et Agiso Jek au terrain de l'Étoile filante de Ouagadougou. Coup d'envoi de ces matchs 15h30. Le tirage au sort de la CAN 2019 aura lieu le 12 avril prochain. L'annonce a été faite officiellement par la Confédération africaine de football. La cérémonie se tiendra au Caire en Égypte, pays organisateur de la compétition. Quant à la dernière journée, elle est programmée pour les 22 et 23 mars prochains. Sur les 24 pays attendus à la compétition, 14 ont déjà obtenu leur ticket. Il s'agit de l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, la Guinée, le Kenya, Madagascar, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal et la Tunisie. Le Burkina Faso devra pour sa part patienter. Pour aller au pays des pharaons, les étalons doivent battre la Mauritanie et espérer que l'Angola ne gagne pas au Botswana. L'invité du jour. Jeune cinéaste burkinabé, il faut qu'on aille à l'école des dévanciers. Serge Armel Sawadogo, scénariste, réalisateur et formateur. Il est l'invité de la rédaction et répond aux questions de Ousmane Paris. Serge Armel Sawadogo, bonjour. Bonjour. Quel est le regard que vous portez justement sur le cinéma burkinabé? J'ai pas envie de dire que le cinéma burkinabé va mal, mais bon, le cinéma burkinabé peut se porter mieux que ça. Vu toute la qualité qu'on a eue dans les années 80, 90, je dirais que le cinéma burkinabé est en deçà de ce qu'on a vu avant. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Il y a plusieurs aspects. Il y a des difficultés de production, mais malgré les difficultés de production, il y a des films qui se font
avec des bouts de ficelle, mais je dirais que c'est le fait que ces films-là, dans le traitement artistique, il y a plein de choses qui pêchent. Donc, je dirais simplement que les films qu'on voit actuellement au niveau du cinéma burkinabé manquent d'investigation artistique, d'investigation sur les thèmes, investigation sur même l'héritage cinématographique burkinabé, parce que on retrouve même pas le minimum de ce qu'on avait avant. Donc ça veut dire que ceux qui font des films, et je fais partie, il y a un manque de réappropriation de notre héritage cinématographique. Et justement, vous posez le problème donc des mémoires. Quel est cet héritage-là? Je pense que la première des choses, c'est d'être décomplexé déjà de notre héritage, parce que quand on prend le cinéma burkinabé, il y a eu un terme qui est sorti dans les années 90-2000, si je ne me trompe pas, qui s'appelle cinéma calébas. Et quand on dit cinéma calébas, c'est tellement péjoratif que personne n'a envie de s'identifier à ça. Donc, tu as plein de jeunes qui font des cinémas, et je faisais partie de ces personnes, même si maintenant je ne fais plus partie, qui ne veulent pas s'identifier à ces cinémas-là. Parce que le problème de ces cinémas, l'Afrique a besoin d'une belle image. Et quand ce cinéma-là sort hors de l'Afrique, l'image que ces films-là renvoient n'est pas forcément à notre avantage. Automatiquement, il y a toute une génération qui rejetait ces images-là. Alors que ces films, tout en ayant un décor de village, utilise des techniques d'écriture les plus abouties, de mise en scène les plus abouties, que nous pouvons nous inspirer pour faire nos films que nous voulons qui se passent dans des villes. Donc, il faut qu'on accepte revenir à ces films-là, comprendre comment les films ont été écrits, la structure de l'écriture du scénario, comment la mise en scène est faite, et à partir de cette compréhension-là, on peut écrire des films dans l'espace, on peut écrire des films dans les villes, on peut écrire des films dans des campagnes. Donc, c'est la réappropriation de cette qualité technique et artistique que ces films avaient là, que notre génération doit avoir pour pouvoir réinventer ou pour pouvoir construire sur la base des dévanciers. Quand on parle de dévanciers, on pense à des gens comme Idrissa Ouedraogo, encore Gaston Kaboro, Saint-Pierre Yameogo. Qu'est-ce qui faisait la particularité artistique? Comment est-ce qu'ils se servaient justement de l'outil qu'est la caméra pour transmettre leur message qui peut aussi inspirer aujourd'hui? Ce qui faisait la particularité, c'est que c'est des personnes qui savaient déjà que le cinéma était un langage. En sachant que c'est un langage, ils savent construire la phrase pour qu'on puisse comprendre leurs propos. Mais quand on ne se rend pas compte que le cinéma est un langage, on construit des phrases, on construit des images qui n'ont pas de sens. Et quand ça n'a pas de sens, on ne peut pas comprendre le propos. C'est comme le français qu'on est en train de parler. Donc automatiquement, quand le cinéaste ou celui qui fait des films ne maîtrise pas le langage cinématographique, et quand on dit langage cinématographique, il y a artistique et il y a technique. Parce que comment placer la caméra et avoir un sens et autre que ce qu'on voit, il y a ce qu'un Russe avait trouvé qui s'appelle l'effet Kuleshov. Et l'effet Kuleshov, c'est de prendre deux images qui ont un sens séparé, et quand on fait le montage, les deux images mélangées donnent un nouveau sens. Et quand on n'est pas conscient de ça, on prend des images, on les met ensemble et ça produit un sens même qui contredit le propos qu'on veut véhiculer. Et ça s'apprend. Ça s'apprend avec des maîtres, ça s'apprend à l'école. D'où l'idée que j'ai eue personnellement en créant la collection Ciné Repère pour que nous puissions revenir à ces fondations des anciens pour pouvoir nous réapproprier le cinéma burkinabé et le cinéma africain. Quels sont les outils qu'ils utilisent? Par exemple, il y a le numéro 1 de la collection Ciné Repère sur le film Wayne Cooney qui vient de paraître. Et dans ce document-là, on analyse le scénario de Wayne Cooney. Quel est le mécanisme du conflit? Quels sont les rapports que les personnages ont qui permettent qu'il y ait de l'émotion quand on les regarde. Par exemple, dans le film Wayne Cooney, le scénariste a écrit un film sur la quête identitaire de Wayne Cooney, mais il y a un deuxième niveau. Et le deuxième niveau, c'est la quête identitaire des peuples sans voix, des peuples africains. Pourquoi dans Wayne Cooney, il dit que cette histoire se passe avant l'arrivée du blanc? Pourquoi le scénariste dit ça? Donc, en lisant ce document-là, on comprend pourquoi le scénariste a précisé que cette histoire se passe au moment où le blanc n'était pas encore arrivé en Afrique. Et on comprend de manière symbolique pourquoi Wayne Cooney est muet. Et on comprend aussi pourquoi le scénariste lui-même, il a utilisé une voix off pour raconter cette histoire-là. Donc, ces éléments-là, si on n'a pas une culture cinématographique, si on ne comprend pas que le cinéma est un langage, on a du mal à construire un film à différents niveaux. On construit le film à un premier niveau et c'est comme si on lisait un Harlequin. Il n'y a pas de deuxième niveau, c'est juste un premier niveau. Mais quand on prend des vrais livres de la littérature africaine ou d'ailleurs, forcément, il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est cette dimension-là que
qu'ils avaient au niveau de leur film qu'on n'a pas actuellement. Serge Amel Sawadogo, merci. Merci à vous. C'était l'invité de la rédaction. C'est par la page entretien que nous refermons cette édition dont la mise en onde a été assurée par Ilyas Ouedraogo. Merci à tous de l'avoir suivi. Radio Omega, l'info en direct.